Bonsoir à vous tous, bonsoir à toute la communauté qui nous suivait aujourd'hui un peu partout dans le monde. On est vraiment désolé par rapport à ce petit retard. Je suis très content aujourd'hui de vous accueillir et de partager ce live avec vous. Merci d'avoir répondu présent pour parler d'un sujet très passionnant, sujet qui suscite énormément d'intérêt, mais justement qui fait peur. Donc, je me présente, c'est Moussa. Je souhaite la bienvenue dans votre live présenté par Dolph Stats Consulting, entreprise internationale justement d'études de marché, sondage d'opinion et d'études statistiques. Donc, justement, on en profite pour faire un bonjour à nos différents partenaires, en l'occurrence OCDEA, AGE et ProAction Consulting. Voilà, donc bien que solliciter l'acquisition de biens immobiliers demeure aujourd'hui un réel casse-tête pour la grande majorité de la population, qu'est-ce qui est aujourd'hui à l'origine de cette réticence? Quelle est la réelle perception de la population sur l'acquisition de biens immobiliers? Pourquoi aujourd'hui les Sénégalais d'ici et d'ailleurs sont dubitatifs quant à cette acquisition? Donc, c'est effectivement des questions qui seront clarifiées au fur et à mesure avec nos différents intervenants experts. On va très rapidement les présenter. Nous avons Monsieur Cheikh Tidiane Seck, spécialiste du droit immobilier. Monsieur Seck, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, monsieur Lee. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un grand honneur, c'est un grand privilège. Donc, on vous laisse vous présenter très rapidement. Alors, l'honneur est pour moi de joindre cette plateforme qui permet en tout cas à tous les participants de connaître en tout cas les éléments déterminants en ce qui concerne les litiges fonciers. Je suis très honoré de participer à ce live, d'autant plus que je le fais avec un grand, mon professeur Abdelwahab Ndiaye, qui est agrégé des facultés de droit, avec qui je partage beaucoup de choses, notamment le droit immobilier. On en discute tout le temps. En tout cas, je suis très honoré. Encore une fois, merci d'avoir répondu présent. Donc, l'honneur est partagé. Monsieur Papa Ahmed Faye, justement, vous êtes data analyst, vous êtes justement dans l'analyse des données. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour faire un peu l'analyse justement de l'étude que nous avons faite. Monsieur Faye, bonjour. Bonjour Moussa, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, vous. Merci beaucoup, Donc, je vais très bien. Je me présente, voilà, Papa Ahmed Faye, statisticien de formation et spécialisé en collecte et traitement de données. Et je suis super ravi de participer à ce live qui porte sur le foncier au Sénégal. Au Sénégal, très bien. Je ne sais pas si on a toujours M. Wahab Ndiaye. Est-ce qu'effectivement on l'entend très bien? M. Wahab Ndiaye, vous m'entendez? M. Cheikh Abdou Wahab Ndiaye. Effectivement, on va revenir vers M. Wahab Ndiaye. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. Comme précisé tantôt, effectivement, beaucoup de questions en réponse. Et c'est la raison pour laquelle Dolph Consulting a sponsorisé cette étude pour déterminer réellement le degré de perception des Sénégalais à ce sujet. Nous allons, au travers de cette étude et avec nos différents intervenants, sensibiliser la population sur le vrai fondé de ces litiges et comment réellement oser en parler. Donc, je précise que ce webinaire est le volet 1 d'une étude très large, très passionnante, avec, bien entendu, plusieurs soubassements. Je viens d'avoir la notification de M. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil. Justement, Monsieur Seck, bonjour. On va commencer par vous, Monsieur Seck, en attendant Monsieur Ndiaye. En tant que, effectivement, expert, vous avez une bonne expérience terrain. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser est suivant l'étude que nous avons menée, qui précise que 77% des détenteurs de terrains non bâtis sont préoccupés par les litiges fonciers. Moi, ma première question, effectivement, c'est comment aujourd'hui on peut définir un litige foncier et à quel moment réellement on doit en parler? Bon, pour faire simple, pour que tout le monde soit pragmatique dans les réponses, je pense que comme son nom l'indique, quand on parle de litige foncier, c'est un litige dont l'objet porte sur du foncier ou sur l'immobilier. Et donc, il y a litige foncier lorsque deux parties, l'une l'acquéreur et l'autre le vendeur, ne s'entendent pas sur les conséquences de leur accord. Quand je parle de conséquences de leur accord, dans
quand on parle de foncier, normalement, la vente, on va dire la vente porte sur un immeuble immatriculé, puisque les terres du domaine national font l'objet d'une protection pénale et il y a interdiction de les vendre. Donc, on va parler d'immeubles immatriculés. Donc, lorsqu'il y a litige, c'est parce qu'il y a un souci entre les parties. Soit la partie qui vend n'est pas propriétaire de ce qu'il vend, ou bien il y a des défauts, des vices dans le bien qu'il vend, soit la partie qui achète n'a pas respecté ses obligations, notamment il n'a pas payé le prix ou il n'a pas respecté les délais de paiement du prix. Donc, on peut résumer de cette façon la définition en cas de litige foncier. Mais sachez que quand on parle de litige foncier, c'est un litige dont l'objet porte sur du foncier ou sur l'immobilier de façon générale. Justement, on va dire c'est un contentieux qui porte entre effectivement deux particuliers. On peut globaliser, hein, c'est pas que entre les particuliers. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse la plus grande partie du temps, c'est effectivement les particuliers qui sont sujets au litige foncier au Sénégal. À quel moment réellement doit-on en parler? On a fait la définition de litige foncier. On en parle si effectivement le dossier est au tribunal ou bien on en parle juste s'il y a litige au départ? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la définition, c'est lorsque il y a un contentieux entre deux particuliers et dont l'objet porte sur du foncier ou sur l'immobilier. Maintenant, lorsqu'on porte cette affaire au niveau du tribunal, là, on est dans le contentieux. Très voilà. bien. Donc, le juge sera appelé à trancher les différends qui existent, soit en faveur de l'acquéreur, soit en faveur du vendeur. Mais en tout état de cause, il y a litige foncier lorsque le différend porte sur du foncier ou de l'immobilier. Je pense que le professeur vient de nous rejoindre. Je pense qu'il peut apporter des éclairages des précisions sur ce point. Super, super. En tout cas, merci Monsieur Seck pour les précisions. C'est quand même très intéressant d'avoir une idée précise sur c'est quoi un litige foncier réellement. Monsieur Ndiaye, je ne sais pas si vous m'entendez. Apparemment, il m'entend pas. Hein. Monsieur Seck, on va continuer sur vous. On va revenir sur Monsieur. Oui. Donc Monsieur Seck, le temps que Monsieur Ndiaye active son micro, je faisais tantôt la précision par rapport à l'étude que nous avons faite. Donc suivant un peu ces litiges, 77% des détenteurs de terrains non bâtis sont préoccupés par les litiges fonciers dans leur localité. Aujourd'hui, avant de parler réellement de construction de ces terrains, on va justement parler d'acquisition. L'acquisition, effectivement, qui est une problématique ou qui est un sujet très problématique. Selon vous, quelle est la procédure d'acquisition d'un bien immobilier on va dire pour particulier? Donc, pour parler bien évidemment de la procédure normale d'acquisition d'un bien immobilier, et plus précisément d'un bien immobilier immatriculé, parce que, je le répète, un terrain du domaine national ne doit pas faire l'objet d'une transaction, parce que c'est interdit par la loi, et le terrain même est sous une protection pénale. Donc, les personnes qui s'adonnent à une vente de terrain du domaine national sont sous le coup de la loi pénale, de façon générale. Donc, on va parler d'acquisition normale d'un bien immobilier immatriculé. Très bien. Donc, voilà. Donc, pour acquérir un bien immobilier immatriculé, il faut tout simplement aller voir un notaire. Le notaire, il est important dans la procédure. La première des choses, c'est aller voir un notaire. Il est crucial dans la procédure. Parce que le notaire n'est pas seulement là pour faire la transaction. Le notaire est un conseiller juridique. C'est un expert du droit immobilier, un expert du droit foncier. Donc, il est habilité à conseiller les parties, à les accompagner du début à la fin pour que l'opération qu'il projette soit sécurisée de façon totale. Donc, il faut, dans un premier temps, lorsqu'on vous propose un bien immobilier à acheter, prenez le document ou demandez au vendeur de venir voir le notaire. Une fois que vous serez chez le notaire, dès qu'il verra les documents, il saura quoi faire. Il peut vous dire, sur la base des documents qu'il a devant lui, que ce terrain est propice à une vente, ce terrain est cessible. Est-ce que la zone dans laquelle se trouve le terrain peut faire l'objet d'une transaction?
Est-ce qu'il y a des interdictions qui ont été prévues par la loi en ce qui concerne la construction? Tout ça, le notaire peut le savoir. Donc, il faut qu'il fasse un certain nombre d'opérations. La procédure normale, je vais un peu détailler. Le notaire, d'abord, va faire un certain nombre d'opérations préalables avant même la signature de l'acte de vente. Donc, parmi ces opérations préalables, le notaire va requérir d'un de ses collaborateurs privilégiés, à savoir le conservateur compétent dans lequel se trouve le lieu de situation de l'immeuble. Il va le saisir et lui demander de lui faire un état du terrain qui doit faire l'objet de la vente. C'est ce qu'on appelle la demande d'un état de droit réel ou une réquisition d'un état de droit réel. Très bien. Donc, le droit réel permettra de donner des informations sur le propriétaire du bien et sur l'objet de la vente, c'est-à-dire l'immeuble lui-même, le lot, le numéro du lot, le numéro du titre foncier, la superficie du terrain à vendre. Donc, si un vendeur vous dit que bon, j'ai un terrain de 200 mètres carrés et que le notaire requiert au niveau de son conservateur et qu'on lui donne un droit réel avec un 150 mètres carrés, vous voyez qu'il y a un problème. Mais ça, si vous n'allez pas chez le notaire, vous ne pouvez pas le savoir. C'est-à-dire que, comme précisé tantôt, la partie notariat, elle est très importante. D'où l'importance de voir un notaire directement. Directement. Est-ce que son notaire, si vous permettez, son notaire, on peut avoir une procédure normale? Un notaire, on ne peut pas avoir, c'est pour un immeuble immatriculé, toute vente qui est faite sans notaire est nulle et de nullité absolue. Très bien, ça c'est important à savoir. Donc, c'est très important à savoir. Donc, mais dans la pratique, il faut le dire, notamment au niveau de la Petite Côte, il y a des ventes qui s'opèrent sur les terres du domaine national. Les autorités le voient, les gens le voient, mais on laisse passer parce que, bon, c'est une pratique qui est là depuis des années et il y a des mécanismes qui permettent, en tout cas aux acheteurs, de consolider leurs droits au niveau de la mairie et de l'administration ou du représentant de l'État. Donc, mais cette voie est toujours sujette à discussion puisque la loi est là, la loi l'interdit, mais la pratique permet aux gens de le faire. C'est le cas des ventes de délibération que les gens font au niveau des mairies et ils font les mutations au niveau de la mairie. Plus ensuite, ils vont chercher l'approbation du sous-préfet ou de la préfecture pour consolider leurs droits. En tout état de cause, cette procédure est illégale, quoique dans la pratique, les gens le font. Donc, pour résumer un peu, c'est la procédure effectivement normale d'aller voir un notaire qui prend en charge le dossier et qui va faire la procédure jusqu'à l'obtention du papier qui permet de valider le terrain en quelque sorte ou le bien immobilier. Oui, le premier papier, c'est le droit réel. Mais au-delà du droit réel, il y a ce qu'on appelle le certificat d'identification cadastrale, ou plus communément appelé le NICAR, le numéro d'identification cadastrale. C'est un numéro qui est délivré par le cadastre du centre où se trouve le lieu de situation de l'immeuble. Et c'est un document qui permet de donner les dimensions du terrain, les dimensions exactes du terrain, parce que le service du cadastre est composé de géomètres, experts, d'arpenteurs, qui ont la possibilité de mesurer de façon efficace tous les terrains qui se trouvent au niveau national. Et je pense que ces derniers temps, ils sont en train de faire un travail remarquable parce qu'ils cherchent à cadastrer les terres, en tout cas, qui sont immatriculées, l'ensemble des terres qui sont immatriculées. Et pour avoir un numéro, pour que chaque terrain ait un numéro d'identification unique. Et j'encourage cette politique, en tout cas, du service du cadastre, qui permettra, en tout cas, de sécuriser plus amplement les transactions immobilières. Donc, en dehors de l'obtention du droit réel et du certificat d'identification cadastrale, il est nécessaire de vérifier la capacité de la personne qui vend. C'est important. Pour vendre,
Voilà. Ouais. Pour vendre, il faut être capable. Il faut être capable de vendre. Un mineur ne peut pas vendre un bien comme ça, parce qu'il est protégé par la loi. C'est important à savoir. Oui. Une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne peut pas se lever et venir vendre son bien sans l'onction de son époux. Voilà. Donc, une personne morale de droit privé, par exemple, détentrice d'un bien immobilier, ne peut pas vendre son bien immobilier sans l'accord unanime des associés. Donc, qui lui donne pouvoir de pouvoir vendre ce bien. Une personne dont les facultés sont altérées ne peut pas également opérer une vente immobilière sans être représenté. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs, plusieurs situations où la saisine du notaire est importante parce que le notaire va vérifier tous ces éléments. Après ces vérifications, il faudra vérifier maintenant que l'immeuble, objet de la vente, est cessible, peut faire l'objet d'une vente. Est-ce qu'il n'est pas dans une zone où il y a des limitations en ce qui concerne la construction? Par exemple, vous achetez un immeuble pour faire un R+10, alors que dans la zone, le plan d'urbanisme interdit qu'on fasse un R+4. Donc, ça veut dire que vous achetez un immeuble pour un projet non viable. Oui, effectivement, on était en train de faire un petit listing de la procédure, mais ça me faisait penser par la même occasion au fait que beaucoup de gens, justement, au moment d'acheter un terrain, même les membres les plus proches ne sont pas au courant. Donc, moi, aujourd'hui, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui est à l'origine du fait que les gens ne veulent pas réellement en parler? Ça, quand même, c'est une question qui peut être privée à la personne qui achète. C'est une question qui est très personnelle parce que, bon, je vais peut-être essayer de donner un début de réponse. La personne qui achète un bien immobilier, d'habitude, il épargne presque des années durant pour l'acquisition du bien immobilier. Il aura travaillé toute sa vie presque. Bon, si on est au Sénégal, on peut travailler 25 ans pour pouvoir avoir le montant nécessaire à l'acquisition d'un bien. Il ne voudrait pas peut-être que ses parents sachent que, ou bien ses proches, je ne pense pas que ses parents ne soient pas au courant, mais en tout cas, ses amis, ses proches sachent qu'il est en voie d'acquisition d'un bien immobilier. C'est une question qui est très personnelle et qui peut être appréciée selon chaque personne, à mon avis. Voilà. Donc ça par contre... on va dire aujourd'hui, c'est peut-être relatif à la culture sénégalaise. Hein. Justement, on parle de Soutouron. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, comme je le précisais tantôt, on est toujours enclin à effectivement, justement, prendre les choses en cachette. Et vous qui êtes des experts du droit, et normalement, tout le monde n'est pas censé être au courant de cette procédure. Et pourtant, on parle toujours de nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une volonté qui est faite à votre niveau pour la vulgarisation en ce moment-là? Oui, des journées. En tout cas, en ce qui concerne le domaine immobilier, je pense qu'il y a assez de débats, il y a assez d'informations qui circulent en ce qui concerne notamment les escroqueries foncières. Et les gens mettent en garde. J'ai vu au niveau des télés de la place, des émissions entières sont organisées juste pour parler du foncier. Et en ce qui concerne l'organe représentant les notaires, la Chambre des notaires, ils font chaque année 2 à 3 journées portes ouvertes pour expliquer aux populations les dangers, en tout cas, de faire des transactions immobilières en dehors de leur intervention. Et c'est des journées portes ouvertes gratuites. Les gens y vont, on leur explique gratuitement, on leur donne des conseils gratuitement. Et bon, parfois vous sortez là-bas, vous vous dites, voilà, mais si je savais ça, j'aurais pu ne pas être grugé de mon argent, ou j'aurais pu ne pas faire l'objet d'une escroquerie foncière lorsque j'achetais cet immeuble, alors que l'information est là. Vous demandez à un ami, quand vous achetez, vous demandez à n'importe quel ami, vous lui dites, je veux acheter un tel bien, il vous dira, va chez le notaire maintenant.
Très bien. Maintenant, il commence à connaître un peu la procédure par rapport à cette acquisition-là. Et je pense quand même que c'est un point très important, le fait que le notaire soit au début et à la fin de tout le processus. Donc pour ceux qui viennent de se connecter, vous êtes dans votre webinaire organisé par Dolph Stats Consulting. Vous êtes en direct à travers nos différentes plateformes digitales. Et je rappelle bien entendu que vous avez la possibilité de laisser vos questions en commentaire. On va donner la parole en attendant à Monsieur Faye. Vous êtes justement expert en analyse de données. Vous êtes habitué à faire des sondages à au niveau de différents canaux. Donc aujourd'hui, quelles sont les réelles réticences que vous avez pu noter et comment rassurer la population sur l'importance des sondages aujourd'hui pour avoir une cartographie globale de la situation? Et ce que je disais, d'habitude, pour les sondages en face-to-face, on n'a pas trop de problèmes. Par contre, pour les sondages via le web, et qui sont maintenant vulgarisés à cause du Covid, on a quand même des réticences, et ça se comprend aussi. D'habitude, les réticences qu'on a, ça se porte le plus sur le signalétique, c'est-à-dire l'âge, la situation matrimoniale et éventuellement les CSP. Beaucoup de gens ne comprennent pas, se demandent pourquoi en fait on collecte ces types d'informations. Exemple, pour une enquête portant sur les litiges fonciers, les gens peuvent se dire, bon, ok, moi je suis prêt à répondre, donner mon aperçu, mon point de vue par rapport à ce problème. Mais pourquoi donner mon signalétique? C'est-à-dire des variables comme son âge, les professions qu'il exerce et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le CSP. Or, c'est des données extrêmement importantes, ces variables signalétiques, car ça permet après de profiler, de dégager des profils d'individus pour mieux comprendre à mettre le phénomène. Et voilà, il y a quelques aspects quand même qui peuvent, et ça se comprend, vu qu'il y a eu beaucoup de scandales où les données ont fuité. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre le répondant. Mais il faut déjà savoir qu'au Sénégal, il y a la CDP, c'est-à-dire la Commission de protection des données personnelles qui veille à tout cela. Et au niveau des cabinets de collecte, à chaque fois qu'on fait un traitement, il y a l'anonymisation. C'est-à-dire que cette pratique va garantir que l'on ne pourra pas remonter jusqu'au répondant. Voyez un peu. C'est-à-dire que nous cherchons les tendances, mais pas ce qu'a répondu un individu spécifique. Et au-delà de ça aussi, il y a un règlement strict dans chaque entreprise, il y a un règlement strict qui garantit au niveau des départements analystes la sécurité des données. Et ces données ne sont pas partagées. Ou du moins, quand c'est partagé, il y a une anonymisation. C'est-à-dire qu'on peut en aucun cas remonter vers le répondant. Et même au cas où ça arrive, si cette personne voit que des données qui lui sont propres apparaissent quelque part, il peut toujours faire poursuivre cette entreprise. Et encore une fois, il y a la CDP qui veille à tout cela. Et il y a quelques astuces, pour savoir si le sondage est fiable ou pas. Exemple, il faut toujours vérifier, quand vous avez un formulaire, il faut toujours vérifier si le nom de l'entreprise apparaît. Vous voyez un peu, est-ce que vous avez le nom de l'entreprise, son adresse, l'adresse email et éventuellement le site web. Et vous pouvez même aller direct vers le site web pour voir un peu qu'est-ce que l'entreprise fait en matière de politique de protection des données. Et c'est des éléments, je pense, qui peuvent vous informer sur la fiabilité de l'entreprise. Très bien. Aujourd'hui, justement, on va dire que les gens qui répondent à des sondages, ne serait-ce que pour l'immobilier, pour avoir une cartographie globale, ne doivent pas avoir peur de donner leurs informations personnelles. Non, parce que ce qui serait certain. Oui. Absolument pas. Absolument pas. Parce que déjà, il y a un exemple pratique. On sait qu'au Sénégal, les litiges fonciers, c'est un problème. Ça, on n'a pas besoin de faire des études pour le savoir. Mais quand on fait une étude, on peut faire des profilages pour dire après, bon, l'étude a montré de manière très objective que ce phénomène impacte beaucoup plus les hommes que les femmes. C'est un exemple. Que ce phénomène impacte beaucoup plus ceux qui ont un certain niveau d'études. Et sans les variables signalétiques, on ne peut pas faire ce profilage, on ne peut pas dégager ces clusters. Et c'est réellement ça qui permettent de solutionner le problème. Par exemple, on voit qu'en réalité, les litiges fonciers concernent beaucoup plus une catégorie de la population. Là, les pouvoirs publics peuvent mener des politiques spécifiques à cela pour solutionner le problème.
Donc, ces variables signalétiques-là, c'est super important de les avoir. Et il y a une sécurité qui est derrière. Ces données ne sont en aucun cas partagées. Ces données ne sont en aucun cas divulguées. Très bien. Justement, ça précise justement la Commission pour la protection des données personnelles. Donc, ça peut rassurer effectivement ceux qui sont en train de nous écouter pour effectivement répondre à des sondages de manière sûre et sécurisée, sans pour autant effectivement que ces données soient mises ou justement ces données soient à découvert. Je pense qu'on va y revenir. Oui, je vous en prie, allez-y, je vous laisse continuer. Nous cherchons des tendances globaux ou par cluster. C'est-à-dire qu'on ne se focalise pas sur la réponse d'un individu, mais on essaie de dégager des profils d'individus. Donc, tout est dedans, quoi. Donc, du coup, il y a vraiment la sécurité. Il y a vraiment la sécurité. Très bien. De toute façon, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, avec vous, hein, que c'est réellement une situation à résoudre. Et cette résolution doit passer par les populations. Et les sondages d'opinion, les enquêtes terrain aujourd'hui demeurent un réel levier pour mieux comprendre une problématique et effectivement avoir une solution de manière pérenne et efficace. Donc, Monsieur Seck, si vous permettez, Monsieur Fer, on va revenir sur vous. Donc, c'est quand même un point important. On va prendre le temps de le détailler. Monsieur Seck, comme je précisais tantôt, 77% des détenteurs de terrains non bâtis sont préoccupés par les litiges fonciers dans leur localité. La première question, c'était par rapport à l'acquisition. Vous avez justement parlé du notaire qui est justement une personne très importante dans le processus ou la procédure. Maintenant, j'aimerais parler de la procédure de construction. Supposons on a déjà un terrain, on va commencer à prendre des démarches pour la construction. Serait-vous, selon vous, le process ou la procédure normale? Pour la construction d'un terrain que vous avez acquis normalement, dans les règles de l'art, quand j'évoque les règles de l'art, c'est lorsque vous avez saisi un notaire, le notaire a fait toutes les procédures. Il a opéré à la vente et à la mutation à votre nom du terrain. Il vous a délivré un droit réel. S'il s'agit d'un bail, il vous a remis le certificat d'inscription. S'il s'agit d'un titre foncier, il vous a remis votre titre foncier. La procédure normale pour construire, c'est de demander une autorisation de construire. Donc, pour l'obtention de cette autorisation, il faut, dans un premier temps, aller au niveau du service du cadastre, demander un plan pour autorisation de construire. Bien entendu, avant cela, vous aurez déjà les documents de votre architecte pour la construction. Ensuite, sur la base des documents que l'architecte vous donne, ainsi que le plan pour autorisation de construire délivré au niveau du service du cadastre, normalement, ça coûte à peu près 16 600. Vous déposez juste votre droit réel, votre quittance de redevance et votre pièce d'identité pour être identifié. Et vous payez les droits, on vous donne une quittance plus 4 jeux de plan pour autorisation de construire. Ensuite, vous joignez cela au plan de masse et au plan de situation du bien. Vous faites une demande manuscrite au niveau de la mairie ou du conseil rural, adressée à la mairie ou au conseil rural. Ensuite, vous joignez une copie du titre de propriété. Il s'agit d'habitude, c'est le droit réel qu'on vous donne, hein, qui mentionne votre nom comme propriétaire ou bénéficiaire. Ensuite, il y a, c'est ça, vous payez la taxe d'urbanisme et les timbres, et vous faites ça en 7 exemplaires et vous déposez au niveau de la mairie ou du conseil rural pour obtenir l'autorisation de construire. Donc, quand vous aurez obtenu l'autorisation de construire, vous construisez, à la fin, vous devez obtenir un certificat de conformité au niveau de l'urbanisme. Donc, si ce qui est mentionné dans la construction n'est pas conforme à la réalité, parce que les services de l'urbanisme, du cadastre, ils vont faire le déplacement pour voir s'il y a conformité entre ce qui est autorisé et ce qui est réalisé. Donc, s'il y a déphasage entre les deux, ils ont le pouvoir de vous demander de modifier et de vous conformer à ce qui est prévu. Aujourd'hui, justement, par rapport à cette procédure de construction, il y a le notaire qui est un élément important. Je pense qu'on va venir à ça, Monsieur Seck.
Merci pour les précisions. C'est des précisions quand même très... Oui, je vous en prie, oui. Bon, je suis en train de voir une question de Cheikh Khan, Cheikh Hamidou Khan. Cheikh Hamidou Khan, justement, j'allais en venir, oui. Il pose la question pourquoi les gens contournent le notaire pour faire leurs transactions. Justement, c'est pourquoi... Excusez-moi, c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais justement parler de l'importance du notaire. Il y a énormément de questions sur les réseaux sociaux concernant la partie notariale, précisément la question de Abdoulaye Cheikh Hamidou Khan. Aujourd'hui, vous précisez que le notaire, il est important dans le processus. Non, pourquoi les parties à la transaction immobilière contournent justement ce notaire-là? Alors, il y a plusieurs réponses qu'on peut apporter par rapport à ça. L'une d'elles est qu'il y a des idées reçues. Les parties, souvent, l'information qu'ils reçoivent est que le notaire est cher. Les frais de notaire sont chers. Et c'est une question économique tout le temps. Tout le temps, quand il y a un souci, le soubassement, c'est souvent économique et financier. Voilà, donc c'est souvent la raison principale pour laquelle les parties ne font pas recours au notaire. Et à la fin, ils en subissent les conséquences. C'est à le risque de péril, bien sûr. L'autre réponse est qu'ils considèrent que la procédure chez le notaire est très lente. Parce que le notaire prend son temps pour vérifier effectivement si le bien est cessible et si le bien, si la personne qui vend est effectivement le propriétaire du bien. Donc le notaire prend son temps pour vérifier tout cela avant de procéder. La vente d'un immeuble n'est pas la vente du pain ou des bonbons à la boutique. C'est une procédure assez lourde. C'est lourd. Parce que c'est un engagement. La personne qui achète, parfois, épargne toute sa vie pour acheter. Donc, il n'est pas question qu'ils viennent en 2 jours faire une vente, d'autant plus que la mutation ne peut pas se faire en 2 jours. Donc, il doit être patient. Comme il a été patient pendant des années pour épargner et acheter un bien, il doit être patient et laisser au notaire le soin de faire les vérifications nécessaires, d'obtenir les documents et autorisations nécessaires pour faire la vente. Donc, c'est la raison. L'autre raison, c'est ça. C'est les frais de notaire. L'autre raison, c'est la lenteur des notaires. Et comme dans la plupart des cas, ce sont les promoteurs, les hommes d'affaires qui sont souvent dans l'immobilier, qui vendent, eux, c'est la célérité et la rapidité. Donc, quand ils veulent avoir l'argent tout de suite, ils vous disent que vous faites le paiement hors la vue et la comptabilité du notaire. Et c'est là où le bas blesse. Je pense que la loi devrait revoir cette disposition. Lorsque la personne a cette faculté, parce que c'est une faculté, on ne peut pas interdire à une personne de ne pas payer directement au vendeur. Mais la vente n'a et n'aura lieu que lorsque la mutation ou lorsque le conservateur aura inscrit au livre foncier le nom du nouveau titulaire. Même si vous signez au niveau du notaire, il n'y a pas encore de vente. Le notaire devra faire des formalités pour déposer au niveau de la conservation, lequel conservateur procédera à une inscription modificative. Il va changer le nom du titulaire ancien du droit pour mettre le nouveau nom. Et c'est en ce moment que vous aurez un droit réel à votre nom. Donc, la procédure est simple, bon, si vous êtes un initié, mais elle est assez lourde quand vous l'apercevez de loin. Mais en tout cas, ça vous assure une sécurité, puisque vous aurez votre droit en bonne et due forme. Et vous n'aurez pas à vous tracasser devant la justice pour obtenir gain de cause pour un litige qui serait survenu parce que vous n'êtes pas passé chez le notaire. Eh bien, ça vaut le coup justement d'aller voir un notaire. Voilà, derrière excusez-moi pour ce bruit, mais derrière le fait de ne pas passer chez le notaire, moi, je vois une autre problématique, c'est la question du civisme fiscal. Parce que la plupart des frais payés par l'acquéreur et le vendeur, ce sont des taxes qui sont dues à l'État. Quand le vendeur paye une taxe de plus-value, par exemple, mais l'État, quand vous achetez un bien, l'État vient, l'État construit des routes à côté de votre terrain, l'État construit
un stade de football à côté de votre terrain, l'État construit un hôpital à côté de votre terrain, mais votre terrain prend de la valeur. Quand vous voulez vendre ce terrain, si vous l'avez acheté à 5 millions, vous le vendez certainement, ce sera à 15 millions. Mais l'État vous dit, sur les 10 millions de marge, vous devez me payer un pourcentage. Mais la plupart des gens, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Alors que c'est quelque chose qui est dû à l'État. L'acquéreur également, il est souvent très réticent en ce qui concerne les droits d'enregistrement et qui ont été pourtant revus à la baisse depuis 2013 parce que maintenant c'est 5% alors qu'en son temps c'était 10%, c'était énorme. Mais l'État a fait un effort et ils ont revu à la baisse les droits d'enregistrement à 5%. Et malgré cela, je vous dis bien que les populations sont encore réticentes et considèrent que l'État leur vole l'argent indûment. Donc, derrière la question de ne pas passer chez le notaire, la problématique du civisme fiscal, je pense que sur ce point, Dolfstad peut même faire peut-être une enquête sur le civisme fiscal. Je pense que cela réglerait beaucoup de réponses. C'est effectivement un point important. Aujourd'hui, on ne peut plus contourner le notaire, même si ça prend du temps, même si c'est un peu onéreux, comme on dit, c'est effectivement cher, mais ça en vaut le coup parce que derrière, effectivement, il n'y aura pas de litige. Donc, on va justement, moi je précise que justement pour ceux qui nous regardent, vous êtes en live avec Dolfstad Consulting, entreprise internationale d'études statistiques, de sondage d'opinion et d'études de marché. C'est ce qu'on va prendre en deuxième commentaire. Aujourd'hui, c'est une question d'actualité. Je pense que j'ai deux questions dans la même dynamique. Donc, bonjour, est-ce que l'acquisition d'un terrain par délibération par la mairie est valable et sûre? Ça, c'est la question justement que tout le monde se pose. Ouais, c'est une question qui revient tout le temps. A priori, la réponse sèche, c'est que cette acquisition n'est pas valable. Pour plusieurs raisons. Dans la délibération qui est remise par la mairie, il est tout le temps mentionné que vous ne pouvez pas vendre ce terrain. Et ça, la source, c'est la loi. Les terres du domaine national ne peuvent pas faire l'objet d'une transaction immobilière, ne peuvent pas faire l'objet d'une transaction. C'est-à-dire, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas l'hypothéquer, on ne peut pas le donner en sûreté, on ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas faire de transactions là-dessus. De surcroît, il y a l'article 423 du Code pénal qui a prévu des sanctions en ce qui concerne les personnes qui s'adonnent à cette transaction. Donc, il y a un suivi, justement, c'est sanctionné par le Code pénal, mais toujours, c'est une pratique qui continue à être pratiquée, justement. Et on peut même être emprisonné pour avoir fait une transaction sur le domaine national. Mais, je précise que c'est totalement illégal. Mais dans la pratique, les gens le font. Et bon, l'administration laisse souvent passer. Parce que vous voyez une personne qui a une délibération, il fait un acte de vente sous seing privé, avec chacune des parties, avec ses deux témoins, il signe et il dépose l'acte au niveau des impôts qui enregistrent. Parce que je précise que quand vous déposez un acte au niveau de l'administration n'a pas à chercher la qualification. Dès lors que les conditions de forme, etc. sont respectées, l'administration prend ses droits. Donc, et l'enregistrement donne date certaine à l'acte. Il donne une onction à un acte qui n'est pas valable. Donc, c'est sur la base de cet acte que les gens vont déposer à la mairie pour changer, pour faire ce qu'on appelle un acte de désaffectation, réaffectation. Ils désaffectent le bien au nom de l'ancien titulaire pour le réaffecter au nom du nouveau titulaire. Et après, ils vont obtenir l'approbation du représentant de l'État qui peut être le préfet ou le sous-préfet. Mais je pense qu'avec la loi qui a été prise dernièrement et qui modifie la loi 76 sur le code du domaine portant code du domaine de l'État,
Maintenant, il y a des échelons d'approbation en ce qui concerne les délibérations. Donc, si c'est moins de 10 hectares, on vous dit qu'il y a deux autorités qui interviennent, c'est la mairie et le sous-préfet. Si c'est plus de 10 hectares à 50 hectares, on dit que le préfet, si la mairie donne la délibération, le préfet donne son approbation. Mais au-delà de 50 hectares, il faudra l'approbation du gouverneur. Et il faut que le gouverneur saisisse le secrétariat du gouvernement, etc., etc. Donc, ça, ces échelons, ces paliers d'intervention vont peut-être permettre de réduire ces genres de transactions et les litiges qui concernent en tout cas, les terrains qui se trouvent notamment dans les zones rurales. Dans les zones rurales et aux zones du domaine national. Donc, voilà. Effectivement, c'est dans la même dynamique qu'on a la question de Madame Mami qui nous précise qu'elle a acheté 2 terrains jumelés avec juste son acte de vente. Et pour les délimiter, elle a mis des piquets. Et s'est rendu compte à son retour de voyage qu'une personne a fait un fondement pour commencer à construire. Donc, la première question, avant de demander qu'est-ce que le droit lui permet, est-ce qu'un acte de vente, juste un acte de vente peut lui permettre d'avoir ce terrain-là? Est-ce qu'un acte de vente est considéré juridiquement comme légal? Un acte de vente portant sur un terrain du domaine national, comme je l'ai dit tantôt, est illégal, est totalement illégal. Un acte de vente portant sur un immeuble immatriculé doit être passé devant notaire. Donc, lorsqu'il a seulement, vous dites que c'est un terrain du domaine national? Oui, et elle n'a pas précisé justement si c'est un terrain du domaine national, mais elle a quand même acheté un terrain. Oui. Je vous écoute. Oui, elle a justement acheté un terrain, mais avec juste un acte de vente. Le seul papier qu'on lui a donné, c'est l'acte de vente. Donc, il n'y a pas d'autre procédure. Je pense que c'est entre particuliers. Donc, après, légalement, est-ce qu'elle peut aller porter plainte? Parce qu'elle a remarqué qu'il y a une autre personne qui a commencé à faire son propre fondement. C'est-à-dire que le terrain a été vendu à 2 personnes en même temps. C'est le risque quand vous achetez une terre du domaine national, parce que la personne peut le vendre à une personne peut vendre le terrain à plusieurs personnes, parce que c'est des documents qu'ils fabriquent et qu'ils viennent vous présenter avec des arguments. Vous connaissez les Sénégalais, ils sont très forts en dissuasion, en persuasion, on va dire. Donc, même si vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter une délibération, ce qui est totalement illégal, je le répète. Mais allez au niveau de la mairie, faites votre vérification, allez voir le registre que détient la mairie pour voir si effectivement la personne qui vous vend est effectivement le propriétaire et celui à qui on a affecté le bien. Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter, allez en tout cas au moins faire les vérifications minimales au niveau de la mairie. Si la mairie n'a pas de registre, essayez de contacter le maire ou un membre du conseil municipal. Au moins, ils ont les informations qui peuvent vous servir et qui peuvent vous dire si la personne qui vous vend est effectivement celle à qui on a affecté le terrain. Donc, si vous achetez un bien juste sur la base d'un acte de vente, vous n'êtes pas propriétaire parce qu'il n'y a aucune mutation. Si ce n'est pas fait devant un notaire, déjà, c'est pas bon parce qu'il y a obligation de passage devant un notaire si c'est un immeuble immatriculé. Si c'est une terre du domaine national, c'est illégal. Et si vous contournez cette illégalité, mais au moins, allez au niveau de la mairie faire votre vérification. Donc, il est totalement, il a un titre précaire, un acte, ça peut être un commencement de preuve pour saisir la justice pour une action autre que la revendication du bien, certainement pour escroquerie foncière. Escroquerie foncière. Pour escroquerie, mais pas pour demander qu'on lui attribue le bien, puisqu'il n'a rien. Une procédure très compliquée pour faire valoir ses droits, je pense, parce que après, on n'est pas sûr de la personne qui a donné cet acte de vente-là. Est-ce qu'on va poursuivre la personne ou bien on va juste intenter une action en justice?
Donc, Ils viennent tenter une action et essayer d'obtenir quelque chose au niveau de la justice pour des dommages et intérêts, etc., ou le remboursement du montant payé. Mais vous ne pouvez nullement obtenir la délivrance du terrain à votre nom ou bien la mutation du terrain à votre nom, puisque l'acte de base est déjà illégal. quand même, c'est très intéressant comme précision. Ça me fait penser justement à ce terrain-là. Bon, je pense que peut-être c'est un terrain du domaine national. Et ça me fait penser également à la délibération. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un processus d'achat d'une délibération selon la loi? Pour reprendre la question de Maniarou. Ok, bon, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. La délibération, ce sont les terres du domaine national qui sont laissées à au libre usage des collectivités territoriales. Donc, c'est eux qui ont la main mise sur ces terrains et qui font des délibérations pour les autochtones, souvent à usage d'habitation parfois. La destination, c'est souvent à usage d'habitation, ou à défaut, c'est à usage de culture ou à usage professionnel. Donc, la destination doit être conforme à ce qui est prévu dans la délibération. Mais nullement, on ne peut faire de transactions sur les délibérations. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la délibération, dans toute délibération que vous aurez, il sera mentionné dans l'acte même de délibération que cette attribution ne peut faire l'objet ou bien ce terrain attribué ne peut faire l'objet d'une transaction. Donc, c'est même interdit dans les actes de délibération. Mais les gens, quand même, malgré cette interdiction, font des transactions là-dessus. Très bien. Ça me fait, justement, il y a une question, en regardant les commentaires, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que vous pouvez faire réellement la définition d'un terrain du domaine national? C'est quoi, justement, un terrain du domaine national? Bon, c'est un terrain, bon, pour faire simple, c'est un terrain qui appartient à toute la nation. C'est un terrain qui n'est pas immatriculé et dont le détenteur est l'État qui en confère l'administration aux collectivités territoriales. Mais l'État est le seul à pouvoir immatriculer les terrains du domaine national à son nom. C'est lui le détenteur des terres du domaine national. C'est un terrain qui est administré par les collectivités territoriales qui ont la possibilité de délibérer là-dessus et qui ont cette possibilité également de conférer, d'affecter les terrains aux populations locales pour leurs besoins d'habitation, besoins de culture ou de besoins professionnels. En tout cas, c'est quand même des précisions très intéressantes. Moi qui vous parle, je n'étais pas au courant de toute cette procédure, même si on va dire que j'essaie de suivre un tout petit peu comment ça se passe au niveau du droit. Aujourd'hui, il y a un travail énorme à faire pour vulgariser cette information-là, parce que beaucoup de gens se font léser par des terrains. Ça me fait juste penser à une question. Aujourd'hui, il y a combien de types de terrains qui existent pour que ça soit plus précis pour les internautes? Bon, il y a les terrains qui sont obligés, bon, pour lesquels on est obligé de passer devant le notaire, c'est les terrains immatriculés. D'habitude, c'est ce qu'on appelle dans la pratique le bail et le titre foncier. Bon, on les différencie. Même si le bail est un titre foncier déjà, mais pour faire la différence, il y a le bail et le titre foncier. Ce sont des terrains immatriculés. Au-delà, il y a les terres du domaine national. Et les terres du domaine national sont divisées en quatre zones. Sachez qu'il y a les terres du domaine national et il y a les terrains immatriculés. Il y a les terrains du domaine public également. Dans le domaine public, il y a le domaine privé de l'État et il y a le domaine public. Le domaine public, par exemple, quand on parle des hôpitaux ou bien le building administratif, ça c'est le domaine public. Le palais présidentiel, ça c'est le domaine public. Il y a quand même le domaine privé de l'État dans lequel l'État peut donner, c'est dans ce domaine privé de l'État que l'État peut donner des baux aux particuliers. Par exemple, c'est ce qui permet à M. Lee d'avoir un bail sur une zone immatriculée par l'État à son nom. En tout cas, c'est quand même les titres fonciers, bon, dans la pensée collective, sont les titres les plus sécurisés.
fonciers. Voilà, dans la pensée collective, c'est les titres les plus sécurisés, même s'il y a des astuces là-dessus, parce qu'on dit que le titre foncier est définitif et inattaquable. Voilà, le professeur Wahab Ndiaye serait là, il nous aurait dit que non, c'est pas le titre foncier qui est définitif et inattaquable. Et je le rejoins dans cet avis parce qu'on en a discuté, mais c'est l'immatriculation qui est définitive et inattaquable. Parce que le titre foncier, lorsqu'il y a fraude et mauvaise foi du tiers qui achète, on peut agir en justice et faire changer l'inscription au livre foncier. Mais ça, c'est des questions théoriques. Je pense que dans la pratique, j'ai apporté les réponses nécessaires. Très, très bien. On va prendre justement un expert foncier qui a réellement une connaissance terrain. Il est en ligne. On va l'introduire. Il va nous parler un peu de son impression, de son ressenti par rapport au sujet qu'on est en train de développer. Monsieur Seck, vous nous entendez toujours? Oui, je vous entends. On va continuer avec vous. Je pense qu'effectivement, on a une réelle problématique avec la connexion de façon globale. Donc, je remercie beaucoup pour les précisions. C'est quand même des précisions très, très importantes. Et aujourd'hui, nous, en tant que cabinet, on sait déjà que les organismes en études statistiques dans une dynamique patriotique doivent mettre à la disposition des politiques, des études solides, donc bien chiffrées, qui leur permettront de comprendre une situation et d'ajuster leur démarche vers des solutions pérennes. Donc, la question que je m'en vais vous poser, que je voulais poser à Monsieur Ndiaye, vous êtes dans la même corporation, vous serez en mesure de me faire des précisions. Est-ce que, justement, par rapport aux textes de loi qui sont proposés, il y a un travail qui se fait en amont avec les cabinets d'études statistiques pour mieux comprendre la situation, bien que ça soit un problème qui est bien connu? Est-ce qu'effectivement, il y a un travail en amont qui se fait pour mieux comprendre, mais exactement la situation? Le travail en amont, bon, au regard des lois qu'on nous propose, on peut dire que le travail, même s'il y a un travail en amont, le travail, il reste beaucoup de choses à faire, on va dire. Il reste beaucoup de choses à faire. Parce qu'il y a énormément de lacunes dans les différentes lois qu'on nous propose, mais c'est après coup que les spécialistes découvrent les lacunes de la loi. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, en ce qui concerne le domaine foncier, nous avions applaudi lorsqu'on a mis la Commission nationale de réforme foncière, alors dirigée par Maître Doudou choses à faire. Après, par le professeur Moustapha Souran. Et je pense qu'il y a même un document de politique foncière qui a un rapport intitulé Document de politique foncière qui a été adopté. Mais jusque-là, on attend l'application ou l'adoption de ce document. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'en ce qui concerne la commission, le travail a été fait puisque des experts de tout domaine qui concerne l'immobilier ont été saisis pour participer à l'élaboration de ce document. Maintenant, en ce qui concerne les statistiques, je pense qu'il se base d'habitude sur celui de l'institution de statistique nationale qui font des rapports trimestriels. Mais on peut aller au-delà. On peut aller au-delà de cette institution et voir pourquoi pas des cabinets privés comme Dolfstat qui font un travail remarquable. Ils descendent sur le terrain et requérir les données nécessaires à une meilleure prise de décision. Donc là, c'est quand même très important. On va continuer avec les questions. On a Bafodé Dramé qui nous pose la question. Ah oui, on a l'expert foncier qui est en ligne actuellement avec une réelle connaissance terrain. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois très bien. Super, merci d'avoir répondu et d'avoir intervenu en direct. Aujourd'hui, on parle justement du sujet criard des litiges fonciers au Sénégal de façon globale. Vous êtes dans la communauté rurale et aujourd'hui, je suppose que les réalités sont un peu différentes par rapport à celles en ville. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire réellement par rapport à ces litiges fonciers? D'abord, vous remercier de me donner cette opportunité, vous féliciter de cette initiative, remercier et féliciter les différents intervenants.
Alors, juste une précision, communauté rurale n'existe plus avec l'acte 3 de la centralisation. Maintenant, on est passé à une communalisation intégrale. J'ai entendu un des intervenants parler d'autorisation au niveau de la commune ou du conseil rural. Je tenais à préciser que le conseil rural n'existe plus. Toutes les collectivités territoriales qui étaient communautés rurales sont érigées en communes. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est par rapport, au titre de propriété, n'est-ce pas, dont un citoyen peut se prévaloir pour construire ou pour céder sa parcelle. Alors, il faut savoir que c'est un lotissement. Un lotissement, quand il est fait en bonne et due forme, il reçoit l'autorisation du ministre de l'Urbanisme. Cela voudra dire qu'à la base, tous les services compétents se sont prononcés pour que le lotissement puisse suivre le cours normal, n'est-ce pas, de la procédure. Donc, à partir de ce moment, tout affectataire, n'est-ce pas, de terrain a une propriété légale. Maintenant, il revient à cet individu-là de se rapprocher du service des domaines pour procéder, n'est-ce pas, à ce que son terrain soit mis en bail ou qu'il ait un titre foncier. À ce titre, l'État dernièrement a fait pas mal d'efforts pour faciliter l'obtention du titre foncier ou l'obtention du bail. D'ailleurs, si vous entrez dans le portail de la Direction générale des impôts et domaines, vous verrez toutes les procédures, n'est-ce pas, qu'il faut respecter pour obtenir cela. Cela dit, apparemment, il y a quelqu'un qui vous a posé la question de savoir si un terrain qui n'a pas encore un bail ou encore un titre foncier fait l'objet d'une vente, est-ce que s'il y a un litige, ça peut être porté devant les tribunaux? Bien sûr, absolument. Il est vrai qu'il est formellement interdit de vendre. Il n'y a pas d'acte de vente. Ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle cession des peines. Le document, aujourd'hui, moi j'ai un terrain, vous voulez l'acquérir. Je ne vais pas vous faire un certificat de vente, je vous fais ce qu'on appelle une cession des peines avec des témoins. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que si demain il y a un litige, moi, fort de ce papier-là, je peux aller devant les tribunaux pour dire que, ben, écoutez, on a eu un document faisant objet de cession de peine et les témoins sont là, il faut en attester. Et la justice va trancher. Peut-être qu'on ne vous donnera pas une autre, mais il va vous rembourser votre argent. Voyez-vous? Et à ce niveau, c'est là l'importance de définir un registre foncier au niveau de la collectivité territoriale. Parce que le livre foncier, toutes les affectations à usage agricole, à usage d'habitat, doivent être consignées dans le livre foncier pour que demain, s'il y a un problème, qu'on puisse se référer à ce livre foncier-là et déterminer qui sont réellement les défaillants. Alors, tantôt, j'entendais également un de vos experts se prononcer par rapport aux différentes questions du domaine national. Alors, il en avait cité une, je donne les autres. Donc, il y a la zone de terroir, il y a la zone pionnière, il y a la zone urbaine et il y a la zone classée. Ce sont les 4 zones des terres du domaine national. L'autre précision également que je voudrais faire, les collectivités territoriales n'ont pas la liberté de faire des terres du domaine national ce qu'elles veulent, parce qu'elles sont soumises à un contrôle du représentant de l'État. Voyez-vous? Donc, si une affectation n'est pas en phase avec nos lois de règlement, mais le représentant de l'État fait un retour, n'est-ce pas, du dossier au niveau de la collectivité territoriale pour qu'elle revoie sa copie. Donc, pour dire qu'elles n'ont pas plutôt la liberté de faire des terres nationales ce que bon leur semble. Le problème en définitive fondamental s'agissant du foncier au Sénégal, c'est que les citoyens aiment les raccourcis. Les citoyens, la plupart du temps, ne vont pas là où la bonne information est donnée. Ils préfèrent les intermédiaires. Et très souvent, les intermédiaires sont des véreux. Mais les lois et règlements qui organisent le foncier sont d'une extrême clarté. Surtout les terres du domaine national, parce qu'il y a le domaine privé de l'État, il y a le domaine maritime, il y a tout ça.
donc qui est totalement différent des terres du domaine national que l'État a mis à la disposition des collectivités territoriales pour usage agricole et pour usage d'habitat. S'il s'agit d'usage d'habitat, cela doit faire l'objet d'un lotissement qui, à la base, suit toute la procédure pour arriver à l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme. Très bien, très bien. En tout cas, c'est quand même des points très importants que vous avez soulevés en tant qu'expert, en tant que professionnel. Aujourd'hui, la question qui me passe en tête, c'est que est-ce qu'on a prévu avec l'agrandissement de la population? Aujourd'hui, effectivement, on sait que ces terrains, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est prévu? Il y a un agrandissement de la population aujourd'hui. Est-ce que ça va encore plus creuser le gap par rapport à ce problème de litige? Il ne manque pas de terre au Sénégal. Et même s'il en manquait, le président de la République a la latitude de déclasser, n'est-ce pas, certaines parties des forêts classées. Parce que force est de reconnaître que nos forêts ne sont plus aujourd'hui ce qu'elles étaient il y a de cela 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ouais, donc je pense que même il est arrivé dans certains endroits que des parties d'une forêt classée soient déclassées par le président de la République pour permettre à des populations véritablement de pouvoir s'installer là-bas. Il n'y a pas fondamentalement un problème de terre. Il y a juste un problème d'organisation. Et il y a juste également un problème d'information par rapport aux acquéreurs qui, comme je disais tantôt, plus souvent préfèrent des intermédiaires plutôt que d'aller vers ceux-là qui véritablement travaillent dans le domaine et qui peuvent leur donner les bonnes informations. Maintenant, si tout le monde également veut habiter Dakar, ça pose un problème parce que tout le monde ne peut pas habiter Dakar. Ce que vous voyez aujourd'hui à Kermassa, c'est parce que c'est des zones à non-Naïfikandi où les gens sont implantés. Vous me direz que l'État a une part de responsabilité, oui, mais ces populations aussi ont une part de responsabilité. Parce que quand vous investissez, vous mettez des millions pour construire votre maison dans une zone où il ne devrait pas y avoir de construction, mais quelque part, c'est comme si vous jetez votre argent par la fenêtre. Parce que dès qu'il y a de fortes précipitations, mais vous êtes inondé, vous perdez une bonne partie de votre matériel. Donc, pour revenir à votre question, non, à mon sens, il n'y a pas de problème de disponibilité foncière au Sénégal. En tout cas, c'est très important, les précisions. En définitive, la question que je me pose, c'est comment réellement, aujourd'hui en tant qu'expert terrain, quelle est la réelle problématique que vous avez l'habitude de solutionner entre particuliers pour qu'effectivement ceux qui nous regardent puissent effectivement éviter ça? Oui, il y a ces arnaques. Parce que moi, je ne considère pas cela comme litige, mais plutôt de l'arnaque. Moi, je suis propriétaire d'un terrain, j'ai mes papiers, je vous les vends et je les vends à une autre personne également, tout en sachant que le terrain ne peut être que la propriété d'une seule personne. Voyez-vous, ça, pour moi, c'est pas un litige, c'est de l'arnaque. Voyez-vous, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est quand également des gens forcent la main pour que dans des endroits où il ne devrait pas y avoir d'habitat, n'est-ce pas, qu'il y ait un lotissement. Si toutes les collectivités locales au Sénégal disposaient de ce qu'on appelle un plan d'occupation et d'affectation des sols, on ne rencontrerait pas un certain nombre de difficultés. Parce que ce plan permet de délimiter les zones d'habitat, les zones de loisirs, les zones pour école, les zones pour la religion, ainsi de suite. Mais beaucoup de nos collectivités territoriales, malheureusement, ne disposent pas de ces plans d'occupation et d'affectation des sols qu'on appelle POS. Cela aurait permis d'anticiper sur beaucoup de difficultés. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez un lotissement qui se fait, il n'y a pas d'espace vert qui est prévu, il n'y a pas d'école qui est prévue, il n'y a que des habitats. Mais souvent, c'est parce qu'à la base, il y a la pression des populations parce qu'elles veulent coûte que coûte que cet endroit-là soit essentiellement dédié à l'habitat. Donc, les décideurs ont une part de responsabilité, mais les populations également, il faudrait aussi que parfois qu'elles se regardent dans le miroir pour se dire que nous revient à nous tous de construire notre pays. Donc, il faudrait que l'on tienne en compte certains paramètres qui sont, à mes yeux, essentiels. Oui, mais aujourd'hui, on peut indexer la population.
Aujourd'hui, on a parlé de procédures un peu d'acquisition, de construction, avec les taxes qui sont là. Bon, je pense qu'ils sont onéreuses. Aujourd'hui, ça entre dans la même dynamique que la question de Monsieur Anne Malik. Comment faire pour faciliter l'acquisition de terrain aux Sénégalais à faible revenu? C'est une question justement qui vient tout le temps. Alors, cela va de soi que quelqu'un qui veut un terrain aux Almadies ou au Mamel, Travaille fort. Et voilà, il va falloir qu'il casque fort. C'est différent de quelqu'un qui va chercher un terrain à Djamnyadjo. Parfois également, il y a de ces zones où avoir un terrain, c'est extrêmement difficile parce que ça coûte cher. Voyez-vous? Ouais. Alors, pour l'obtention de l'autorisation de construire, bon, moi, je ne vois pas en quoi cela peut être compliqué parce que l'autorisation de construire, à la base, c'est au niveau de la collectivité territoriale que la demande est adressée. La collectivité territoriale saisit les services compétents qui se prononcent et après que les services territoriaux ont fini de se prononcer, le père prend une autorisation de construire, laquelle autorisation de construire fait l'objet d'une approbation du représentant de l'État compétent. Ce n'est que comme ça que ça doit se passer. Une autorisation de construire. L'intéressé fait une demande, bien entendu, en y joignant toutes les pièces nécessaires. Et après, ça suit le cours normal. Les services compétents se prononcent. Ça revient, si tout est OK, le maire prend une autorisation, l'envoie à l'autorité administrative représentante de l'État auprès de la collectivité locale. Cette dernière, également, si tout est en norme, prend un arrêté portant l'autorisation de construire du maire. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc, je ne vois pas où est-ce que le citoyen doit être appelé à débourser. En tout cas, personnellement, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu, n'est-ce pas, quelqu'un se plaindre de cela partout où je suis passé. Maintenant, je ne l'exclus pas. Il se pourrait que cela soit le cas ailleurs. C'est peut-être par rapport aux intermédiaires. On sait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires aujourd'hui qui font. En tout cas, c'est très intéressant les précisions que vous nous faites. Aujourd'hui, le conseil, justement, c'est la dernière chose que je m'en vais vous poser. Quel serait le conseil que vous donneriez à la population? Bon, pour ceux qui ont un projet d'acquisition de biens immobiliers aujourd'hui, quel serait le réel conseil? Oui, il est évident que ce n'est pas tout le temps facile pour nos parents qui sont à l'étranger et qui parfois sont retenus là-bas par des obligations professionnelles. Oui. Ils ne peuvent que se fonder sur la bonne foi de tel ou de tel autre. Mais qu'à la base, qu'ils s'entourent toujours d'un certain nombre de garanties, dont la propriété effective, le titre de propriété effective ou bien l'existence effective d'un titre de propriété de celui-là qui veut leur céder sa parcelle ou ses parcelles. Et ça, ce n'est pas compliqué à vérifier, comme je disais tantôt. S'ils se rendent auprès de la collectivité territoriale, il y a un livre foncier qui est là-bas. Et s'ils vérifient le livre foncier, ils doivent savoir qui exactement, n'est-ce pas, est le propriétaire ou l'affectataire de la parcelle ou des parcelles en question. Si c'est l'individu qui veut leur vendre, tant mieux. Si ce n'est pas cet individu-là, qu'il sache est-ce qu'il y a un lien qui existe entre celui-là et celui dont le nom est dans le registre foncier. En substance, qu'il s'entoure en tout cas d'un certain nombre de garanties pour s'assurer que celui-là qui veut leur céder la parcelle ou les parcelles a réellement le pouvoir et le droit de le faire. Et eux, une fois qu'ils finissent d'acquérir le terrain, mais qu'ils aillent vers les domaines pour régulariser. Régulariser, c'est-à-dire transformer ça en bail, mettre leur nom et commencer à mettre en valeur. Parce que l'autre également condition de l'affectation des terres, c'est la mise en valeur. Parce que les collectivités territoriales ont également le pouvoir, une fois qu'une parcelle est affectée à un individu, qui au bout de 5 ans ne met pas en valeur, mais de lui faire une mise en demeure, si l'individu ne réagit pas, de procéder à ce qu'on appelle la désaffectation du terrain et de la réaffecter à une autre personne. Ça également, ça fait partie des pouvoirs de la collectivité territoriale. Donc, pour dire que l'affectation, elle est conditionnée également par la mise en valeur. Les terres du domaine national ne peuvent faire l'objet de contemplation. On
n'acquiert pas un terrain du domaine pour juste en faire un objet de contemplation. On doit le mettre en valeur. On doit le mettre en valeur en investissant quelque chose. Donc, En tout cas, c'est... donc, le conseil en définitive, c'est de Oui. toujours s'assurer que l'individu qui veut leur céder la parcelle ou les parcelles a le pouvoir de le faire, a le droit de le faire. Et ça, c'est pas compliqué. Vous vous rapprochez de la collectivité territoriale, vous avez le registre foncier. Vous interrogez parce que même la commune, elle a parmi ses organes ce qu'on appelle la commission domaniale, laquelle de commission domaniale, avant chaque affectation, doit procéder à ce qu'on appelle l'enquête de voisinage pour s'assurer que le terrain qui doit faire l'objet d'affectation n'est pas litigieux, ne fait pas l'objet de différends entre Massamba ou Mademba. Très bien, très bien. Voilà. Donc, moi, personnellement, oui, non, mais personnellement, j'ai beaucoup appris à travers votre intervention. En vous remerciant beaucoup, ça a été un grand plaisir. Justement, on a un peu retardé votre route. Quand même, c'est un sujet qui vous passionne. Et quand vous en parlez, on le sent. Merci à vous encore une fois. C'est moi. Je devais faire cours à 18h. J'ai demandé qu'on me décale ça jusqu'à 20h. Là, je suis en pleine circulation, en train de me rendre là-bas. Mais c'est toujours un plaisir de contribuer à ce genre de débat, histoire d'éclairer nos concitoyens et également au besoin de leur faire des suggestions afin d'éviter de tomber dans le piège de certaines personnes qui ne sont là que pour vivre sur le dos de certains citoyens. On s'en réjouit parfaitement. Les étudiants ou les élèves, ils vont comprendre l'enjeu de la situation. Oui, tout à fait. Voilà, au plaisir et puis à très bientôt. Hein. C'est moi, merci, félicitations. Merci beaucoup. Merci, au plaisir, merci. Au revoir. Voilà, je précise que vous êtes dans votre live, toujours présenté par Dolph Stats Consulting. Monsieur Seg, vous êtes toujours là? Je suis là. Voilà. Monsieur Seg, voilà. Donc, effectivement, on était avec un expert terrain. Justement, vous partagez un peu le métier qui faisait des précisions très, très intéressantes. Donc, les internautes ont beaucoup appris. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'en bien immobilier, c'est la question de assistant Camara sur LinkedIn, bonsoir. Un bien immobilier acquis sans l'intervention d'un notaire peut-il par la suite être régularisé? Vous parlez tantôt d'un notaire qui est l'élément important, mais est-ce qu'après avoir omis le notaire, on peut effectivement avoir une régularisation? Alors, en principe, si les deux parties sont toujours là et qu'ils consentent effectivement à la vente de l'immeuble, la régularisation pourra se faire chez le notaire. Mais dans ce cas, il faudra qu'ils apportent un acte de vente enregistré, bien enregistré au niveau des impôts, qui donne date certaine au moins à l'acte. Et sur cette base, le notaire va refaire un autre acte de vente authentique et appeler les clients à signer cet acte. Donc, il faudra qu'on refasse un acte authentique pour que les clients signent. Donc, si la régularisation a été demandée juste par la personne qui a acquis le bien, le notaire ne pourra pas l'effectuer. Il faut qu'il s'assure que le vendeur a effectivement donné son consentement. Et si le vendeur n'est pas sur place, il faudra qu'il donne un mandat qui épouse la même forme que l'acte définitif. C'est-à-dire le mandat doit être authentique. Il s'agit d'un immeuble immatriculé. Donc, si la personne qui vend, par exemple, était repartie en France et que l'acquéreur est toujours au Sénégal et que leur acte d'acquisition a été fait par acte sourcing privé, le vendeur qui est en France sera obligé de faire une procuration, soit devant un notaire français, soit devant le consulat au niveau le consulat sénégalais qui se trouve en France. Si c'est fait devant le notaire français, la procuration devra faire l'objet d'un exéquatur pour le rendre opérationnel au Sénégal. Le juge va prendre une décision pour dire que cet acte est exécutoire, on peut l'exécuter au Sénégal. C'est ça l'exéquatur. Soit il va au niveau du consulat du Sénégal qui se trouve en France, il fait la procuration. Et lorsque la procuration sera transmise au notaire, le notaire va faire un acte de dépôt authentique de la procuration. Et c'est à partir de ce moment que la vente pourra se faire.
le mandataire viendra chez le notaire pour signer l'acte de vente à régulariser et l'acquéreur reviendra chez le notaire pour signer. C'est en ce moment qu'on pourra faire l'opération de mutation au nom du nouveau titulaire. Quand même, c'est une procédure quand même qu'il faudrait comprendre. Il faut justement être accompagné d'un professionnel. Moi, je pense que l'accompagnement est aujourd'hui primordial quand on a un projet d'acquisition ou justement de construction. Bien entendu, après, on va parler des taxes et puis des différents, intervenants. Donc, moi, je vais juste voir monsieur Papa Ahmed Faye, j'espère. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui, j'ai juste envie de faire le lien entre tout ce qui se dit et les cabinets d'études en statistique. Est-ce qu'effectivement il y a un lien? Parce que tantôt j'ai posé à monsieur Sec, est-ce qu'il y a en amont, il y a un travail qui se fait pour avoir une solution exacte de la situation? Est-ce que réellement les autorités étatiques viennent pour la plupart du temps solliciter les cabinets d'études pour comprendre une situation? En fait, je crois que ça se fait, mais beaucoup plus avec l'assistance de l'ANSD. Parce que c'est beaucoup plus eux qui sont habilités à travailler avec l'État sur beaucoup de domaines. Donc, je pense que l'État a certainement des données relatives aux fonciers, mais ces enquêtes sont effectuées par l'ANSD. Maintenant, après, des cabinets privés comme Dolstat peuvent faire leur propre démarche en association avec d'autres entreprises spécialisées, descendre sur le terrain, faire de la collecte et après se mettre cela Mais je pense que pratiquement l'État fait ça avec l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Très, très bien. Bon, je pense qu'un grand pas a été fait par rapport à cette étude qui a été sponsorisée par Dolph Stats Consulting pour comprendre effectivement une tendance globale. Et je pense que les autorités étatiques pourront effectivement se baser sur ces éléments-là. Et au vu de la réponse que nous avez précisée au départ, par rapport au fait que les populations ne doivent pas avoir peur de donner leurs réponses, en ce moment-là, oui, je pense que effectivement des solutions pérennes seront trouvées par rapport à cette problématique, on va dire, très, très compliquée. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi le conseil que vous donneriez aux gens qui sont toujours peureux à l'idée d'avoir un terrain? Alors oui, encore une fois, ne pas avoir peur de participer au sondage. Voilà, encore une fois, tout est confidentiel, les données sont anonymisées. Et sans ces données, on ne peut pas réellement avoir un aperçu objectif sur les problématiques étudiées. Vous voyez un peu, c'est grâce à ces données qu'on va faire des analyses et qu'après, on sort des recommandations qu'on va faire aux autorités compétentes. Voilà, donc c'est important de participer au sondage. En tout cas, comme l'a dit M. Sec, il faut être accompagné et par les études et les cabinets d'études en statistique, effectivement les notaires ou les professionnels du droit. En tout cas, merci M. Faye pour la qualité de votre intervention. Merci à vous. Ça nous laissera un peu une marge pour savoir comment répondre à ces questions de façon définitive. Je suis en train de voir un peu les commentaires. Donc, je sais que vous avez énormément de commentaires qui sont là via nos différentes plateformes digitales. Je suis en train de voir les questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes ces questions. Quand même, c'est beaucoup de questions. Alors, il y a une question qui revient depuis tout à l'heure. Ouais. Comment transformer une délibération en un titre immatriculé ou un bail? J'ai vu la question défiler tout à l'heure. Alors, je vais apporter une réponse. Lorsque la délibération est donnée par la collectivité territoriale, alors, comme l'a dit l'expert terrain tout à l'heure, la condition sine qua non pour introduire une demande de bail, c'est la mise en valeur. Qu'est-ce qu'on entend par mise en valeur? Bon, il n'y a pas de définition textuelle, mais on peut considérer la mise en valeur pour un terrain, selon la destination, on va dire. Donc, pour un terrain à usage d'habitation, la mise en valeur, c'est lorsque vous construisez une maison. Vous construisez une maison, vous avez mis en valeur le terrain. Lorsque la destination est faire des cultures ou planter des arbres, la mise en valeur, c'est lorsqu'on
s'aperçoit que des arbres ont été plantés sur les hectares qu'on vous a affectés. Lorsque c'est à usage professionnel, c'est lorsqu'on voit, par exemple, une usine installée dans la zone qui vous a été affectée. Donc, une fois cette mise en valeur effectuée, la personne a la possibilité de demander à l'État de lui donner un bail sur le terrain, qui est un titre beaucoup plus sécurisé que la délibération, qui est un titre précaire. Donc, l'État, en recevant cette demande, l'État va immatriculer le bien à son nom dans un premier temps, puisque seul l'État est habilité à le faire. Donc, lorsque l'État va immatriculer le bien à son nom, au niveau du domaine privé de l'État, ensuite, il va donner un bail sur le même terrain à la personne qui a effectué la demande. C'est cette procédure qu'il faudra suivre. Il y a bien évidemment des pièces à fournir. Il faudra chercher un géomètre qui va faire le plan du terrain en 5 jeux, qui va vous donner une clé et vous allez déposer au niveau du service des domaines du lieu de situation de l'immeuble. Après, eux, ils vont instruire avec toutes les pièces nécessaires, bien sûr, la délibération, votre pièce d'identité, etc. Très bien. En tout cas, c'est quand même on n'aura pas justement la possibilité de donner toutes les réponses à toutes les questions. Donc, je précise effectivement, c'est le volet 1. On aura l'occasion de voir le volet 2. En résumé, en 2 minutes, on va dire, M. Seck, ce serait quoi votre conseil pour les futurs acquéreurs de biens immobiliers? Alors, le conseil que je vous donne, c'est d'être très prudent. Quand vous achetez un bien immobilier, c'est une opération d'une vie. La plupart, ici au Sénégal, en tout cas, la plupart des gens qui le font sont des personnes qui ont des revenus moyens. Ils ont épargné presque 15 ans, 20 ans, 25 ans pour avoir ces revenus. Ou parfois, ils ont recours à une banque ou un établissement financier pour faire cette acquisition. Donc, il faut être très prudent. Donc, quand vous trouvez un bien, alors allez chercher un professionnel du droit ou un conseiller ou quelqu'un qui s'y connaît. De préférence, allez chez le notaire. Si c'est un bien immatriculé, allez chez le notaire. Il vous indiquera la voie à suivre, la plus sûre. 99% des personnes qui vont chez le notaire pour l'acquisition d'un bien immobilier en sortent indemnes. Il y a peut-être un petit pourcentage qui passe les mailles du filet, et ça, c'est souvent les escrocs, parce que le système n'est pas sécurisé à 100%. Par exemple, au niveau de l'identification des personnes, la Chambre des notaires a acquis un dispositif qui permet d'identifier les personnes qui travaillent en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas toutes les cartes d'identité qui ont des puces. Donc, avec les puces au niveau des cartes d'identité CEDEAO, la Chambre des notaires ou les notaires peuvent voir si la personne qui est sur la pièce d'identité est effectivement celle qui est le propriétaire du bien. Mais ce dispositif n'est pas fiable à 100% puisqu'il y a des cartes qui n'ont pas de puce. Très bien. Mais ce qu'il est convenu de noter, c'est de passer toujours par le notaire si vous achetez un bien immobilier immatriculé. Vous avez 99,99% de chances d'obtenir votre bien en bonne et due forme. Maintenant, si vous passez si vous voulez acheter un terrain du domaine national, je l'interdis tout le temps. C'est une opération totalement illégale. Quoique, ils utilisent, j'ai entendu tout à l'heure l'expert terrain dire, session de peine de soin. C'est un contournement qu'ils utilisent pour pour céder les terrains du domaine national. Parfois, ils cèdent des terrains où il n'y a rien, on te parle de peine de soin. Et c'est quoi les peines de soin dans ce genre de situation? Le mieux, c'est de ne pas, si on ne vous affecte pas directement la délibération, n'achetez pas la terre. Si vous voulez acheter, allez vérifier au niveau de la mairie, au niveau du registre foncier. Quoique ce n'est pas toutes les mairies qui ont des registres fonciers, mais allez demander au moins
des informations sur la personne qui vous vend. Super. Alors, je fais un appel également. La boulimie foncière ne doit pas nous conduire à déclasser des terrains qui font partie, qu'on appelle des zones classées. On n'a pas assez de forêts au Sénégal. La verdure commence à sombrer. Et j'ai vu l'autre jour une image de Thomas Péquet des cieux, mais si vous voyez l'image, le Sénégal est totalement désert. Donc, on a besoin de verdure. Les zones qui ne sont pas encore touchées, je fais un appel en tout cas à ce qu'on les laisse telles quelles et qu'on augmente même, qu'on fasse des sensibilisations pour qu'on reboise des zones qui sont désertiques. Très bien. En tout cas, on aura compris, monsieur Seck, que l'accompagnement aujourd'hui, il est vraiment important. Et il faudrait pas passer par les mailles du filet pour acquérir un bien immobilier. Et effectivement, il faudrait éviter les différents intermédiaires. Donc, c'est quand même des précisions très, très importantes. Merci à vous, monsieur Seck. Mais pour les intermédiaires, s'il vous plaît, il y a des intermédiaires qui sont des experts, qui sont honnêtes, qui font leur travail correctement. Il ne faut pas jeter le discrédit sur tous les intermédiaires. Il y en a qui font le travail correctement, qui sont honnêtes, qui ont des agences et qui ont été agréés. Maintenant, ce qu'il ne faut pas, c'est les courtiers du dimanche qui sont là avec leurs chaises et qui mettent un petit placard là pour dire qu'ils sont courtiers. C'est ça qu'il faut éviter. Ils ne s'y connaissent pas tellement, mais en tout cas, il y a des agences immobilières qui font le travail correctement. Voilà, il ne faut pas jeter le discrédit sur tous les intermédiaires. La précision est importante. Merci quand même pour cette précision-là. Donc, je rappelle que vous êtes dans votre live présenté par Dolphstats Consulting, entreprise internationale de conseil et d'expertise en sciences de données. Et nous parlions à présent avec les différents professeurs du sujet criard des litiges fonciers au Sénégal. Vous avez bien entendu la possibilité de regarder à nouveau ce live en rediffusion continue à travers nos différentes plateformes digitales et justement sur notre site internet juste en bas de page. Donc, merci à vous, experts de l'immobilier, précisément à monsieur Seck. Merci à monsieur Bahoum pour vos conseils avisés. Bon, j'ai trouvé très utile ces conseils-là. Je pense que je reste convaincu que les internautes sont aussi réjouis de la clarté de ces réponses-là. Donc, quand même, comme je l'ai dit au départ, ce webinaire est le volet 1 d'une étude très large et le volet 2 prendra en considération tous les commentaires qui sont énormes et sur lesquels, effectivement, on n'a pas pu apporter de réponse. On n'a pas eu le temps, on va dire. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous en bas de page. Vous aurez effectivement tous les liens et justement, vous pouvez prendre le temps de noter à tête reposée tous les éléments que vous avez jugés utiles. Donc, la dernière précision que je vais faire, c'est que vous aurez la possibilité de juger de la qualité de cette conférence web, de ce webinaire. Et justement, ces commentaires ou ces retours d'expérience nous permettront effectivement d'améliorer les webinaires à venir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre webinaire. Au revoir. Au revoir.